Au milieu de cette sixième visite officielle que je fais au pays, je me suis rendu à Jérémie, dans le département de la Grande Anse, au nord-ouest de la péninsule du Tiburon, dans le sud du territoire. J'ai visité le lycée Nord-Alexis qui abrite, d'après ce qu'on m'a dit, environ 3000 victimes du cyclone, 525 familles. J'ai pu constater qu'elles sont dans des conditions pénibles, sans nourriture, sans accès aux services de santé, sans eau potable, sans location hygiénique et sanitaire appropriée et sans foyer. Elles se plaignent de n'avoir reçu que la visite d'un candidat au Sénat et d'un envoyé d'une candidate présidentielle, mais aucune de la part de représentants de l'État pour leur fournir des services dont elles sont privées, et notamment du matériel pour reconstruire leurs maisons. Ces personnes sont entassées dans 20 salles du lycée. C'est une situation similaire à celle que j'ai vue auparavant dans les camps de personnes déplacées par le tremblement de terre de 2010, où les personnes émigrées de la République dominicaine dans la zone frontalière, ou enfin les personnes privées de liberté dans les prisons du pays. Si ce n'est la qualité du bâtiment qui les abrite, leurs conditions de vie ne sont pas très différentes. Elles ont faim. Il y a 2 bébés qui sont nés dans cet endroit sans assistance d'accouchement. Il y a environ 20 femmes enceintes. De plus, tous ces gens sont affectés psychologiquement à cause de ce qui s'est passé du jour au lendemain avec leur vie. Une mère âgée de 60 ans a quitté le lycée récemment dans un état évident de maladie mentale, selon ses voisins, à cause de la perte de sa maison. Les conditions dans lesquelles se trouvent ces personnes sont inhumaines et devraient être résolues immédiatement. Le directeur du lycée Nord-Alexis a reçu des autorités l'instruction de se préparer à organiser la rentrée scolaire dans 2 semaines. Il ne voit pas comment il pourrait honorer cette instruction. On peut se demander s'il est suffisamment préparé à ne pas être lui aussi affecté de maladie mentale face à ce drame. Il y a 15 autres centres d'abri comme celui-là dans des écoles à Jérémie. Rien ne permet de penser que leur situation soit meilleure. D'autres communes ont été sérieusement touchées dans le département de la Grande Anse, ainsi que dans les départements de Nip, du Sud et de l'Ouest, et dans une moindre mesure dans les départements du Nord-Ouest et du Sud-Est. 103 écoles ont été endommagées en Grande Anse et 105 écoles publiques ont été détruites dans ce département. Des cultures ont été perdues à plus de 70% dans certains endroits. Des milliers de têtes de bétail ont été emportées par les eaux. Une quantité énorme d'arbres ont été abattus par le vent. Plusieurs routes ont été détruites, ainsi que des outils de pêche et de travaux agricoles. Basé sur le rapport publié par le Bureau de coordination des affaires humaines des Nations Unies, le 17 octobre 2016, le Réseau national de défense des droits humains affirme que dans l'ensemble du pays, je quote, 546 morts et 128 disparus ont été recensés. 2 100 000 personnes ont été affectées par l'ouragan. Parmi elles, 1 400 000 sont en situation de vulnérabilité et ont besoin de l'aide humanitaire, et pas moins de 175 509 personnes sont déplacées. Fin de cotation. Ces chiffres sont provisoires et tout indique qu'elles vont augmenter sensiblement. Plusieurs cas de choléra ont été enregistrés après l'ouragan. Seulement en Grande Anse, la direction de la protection civile parle de 601
nouveaux cas jusqu'au 20 octobre. Et il prévient que les cas, je cite, augmentent rapidement. L'absence d'élections dans le pays de 2011 à 2015 a laissé l'État sans Parlement pendant un an et a eu des effets négatifs dans le fonctionnement d'autres institutions comme le judiciaire. Heureusement, ceci n'a pas empêché le passage pacifique de la dernière présidence de la République à une présidence provisoire dont le but est de réaliser les élections. L'ouragan Mathieu a déplacé la date du 9 octobre prévue pour le premier tour. Il va affecter aussi la nouvelle date fixée pour le 20 novembre, car beaucoup de personnes affectées par l'ouragan auront des difficultés pour y participer, dues à la perte de leurs documents d'identité ou aux limitations d'accès aux lieux de vote, voire à l'éventuelle absence de motivation, étant donné la priorité de restaurer leurs conditions normales de vie. Le gouvernement a le devoir de réaliser les élections dans ces circonstances difficiles et a donc face à lui une tâche très exigeante. Pour y réussir, il faut apprécier l'existence d'un nouveau Conseil électoral provisoire qui jouit jusqu'à présent de prestige et l'existence aussi d'un climat politique plus détendu que l'année dernière, même au milieu des critiques de certains secteurs au gouvernement pour la continuation de l'exercice de la présidence de la République après l'expiration de la période provisoire accordée. Le président de la République et le ministre de la Justice se sont montrés réceptifs à la nécessité de mettre fin à ce phénomène qui fait que 71% des personnes privées de liberté n'ont pas été entendues par une autorité judiciaire. Des 11 012 individus emprisonnés, dont 372 femmes, 220 garçons et 22 filles, 3 182 sont condamnés alors que 7 830 sont des prévenus en attente de jugement. Et la capacité de prison n'est pas supérieure à 4 000 personnes, ce qui fait qu'il y a en ce moment un taux de surpopulation carcérale de 359%. Une commission présidentielle a été créée pour faire face à cette violation des droits humains qui continue à être perpétrée chaque jour dans le pays. Cette commission a pour but d'établir une liste de personnes qui devraient être mises en liberté car elles sont incarcérées de façon irrégulière. Cette liste ne nécessite pas beaucoup de temps pour être élaborée, si bien qu'on pourrait s'attendre à recevoir le nouvel an sans surpopulation carcérale. Par ailleurs, j'ai visité cette fois-ci la nouvelle prison construite à Cabaret avec l'aide du gouvernement des États-Unis, où on a transféré à la fin d'août les femmes qui étaient détenues dans la prison de Pétionville. 254 personnes, dont 17 mineurs. La prison a une capacité de 300 personnes où chaque individu dispose d'un espace digne pour dormir. C'est donc un exemple d'installation non surpeuplée et de surcroît propre, avec un service scolaire pour les mineurs. Cependant, l'endroit n'a pas d'eau potable et l'intimité n'est pas assurée dans les douches et les toilettes, ce qui pourrait très facilement se faire à l'aide de rideaux en plastique dont le coût est minime.